la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, et oui, pour la troisième semaine consécutive, je porte un casque loin de mes casques originaux habituels, mais c'est parce que je suis encore en fin d'otite et que j'essaie de garder mon oreille le plus confortable possible, englobée au lieu d'être pesé dessus par mes autres écouteurs. Donc, je le sais, je ne suis pas aussi le fun qu'avec mes écouteurs de démon, mais c'est la vie. Vous allez vous habituer, puis ils vont sûrement revenir bientôt de toute façon. Donc, sans trêve de parler de moi, puis mes écouteurs, puis de mon otite, le sujet de cette semaine, c'est les relations polyamoureuses. Oui, 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 vous avez bien entendu, les relations polyamoureuses. Et comme je ne peux pas parler tout seul parce que selon la société, les gens qui parlent tout seuls sont fous, ben, j'ai décidé d'avoir avec moi un invité. Et cette semaine, on va demander à notre invité la question qui tue. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette semaine parce que je la demande à tous les semaines. T'es qui, toi? Moi, je m'appelle Cora Davidson. J'utilise le pronom il ou they en anglais et je suis une personne polyamoureuse. Ouh, ouh. Écoute, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet et peux-tu m'expliquer c'est quoi une relation polyamoureuse? Ben, en fait, le polyamour, pour résumer, parce qu'il s'agit quand même d'un sujet assez complexe et nuancé, c'est une structure de relation qui fait que tu peux être en relation avec plus d'une personne à la fois. Ça peut être autant des relations strictement romantiques, ça peut être également des relations plus de nature intime et sexuelle. Mais bref, le polyamour est une attraction, une attirance envers plus d'une personne et donc qui peut mener à une relation avec plus d'une personne à la fois. OK. Et j'aurais une question parce que j'ai remarqué souvent que les gens ne font pas nécessairement la différence entre un couple ouvert et des relations polyamoureuses. C'est quoi la grosse différence entre les deux? Souvent, les relations qui sont dites ouvertes sont uniquement ouvertes côté sexuel. Donc, ça va être un couple qui vont rester exclusifs au niveau romantique, mais qui se permettent plus de liberté de côté sexuel. OK. Donc, c'est surtout au terme au niveau sexuel, mais on se garde une appartenance amoureuse seulement dans le couple. Voilà. Alors que quand on parle de relations polyamoureuses, il peut y avoir des sentiments amoureux, des sentiments relationnels avec plus qu'une personne à la fois. Voilà. Donc, tu m'as dit que toi, tu étais dans une relation polyamoureuse. Est-ce que ça a été un long cheminement à t'amener à ça? Est-ce que ça a été un concept qui a été difficile à accepter pour toi à la base? Ben, en fait, je suis quand même assez nouveau dans la communauté polyamoureuse dans le sens que je m'identifie comme polyamoureux depuis seulement 2, 3 ans environ. Avant ça, j'étais dans des relations strictement monogames, mais il m'est arrivé des moments où ce que j'avais resté des relations pour 2 personnes, ça tombait 2 personnes en même temps. Et là, j'avais une sorte de conflit interne de, bon, je sais que mon partenaire principal exclusif risque de pas aimer le concept, mais je voulais me sentir le plus authentique possible dans des relations amoureuses. Donc, me voilà donc maintenant dans une relation polyamoureuse avec 2 personnes qui ces personnes-là aussi s'identifient comme polyamoureuses parce que, bon, parfois, il y a des personnes polyes qui se mettent en relation avec des gens, des personnes monogames. Ça risque d'être assez complexe au niveau de la communication et tout. Donc, je suis en couple maintenant depuis quelques mois déjà avec 2 personnes vraiment magnifiques. Superbe. Puis, je vais être honnête avec toi, je suis un relativement nouveau à la connaissance de c'est quoi des couples polyamoureux. J'avais connaissance quand même, comme je disais, c'est quoi les couples ouverts, mais le polyamour, c'est vraiment un concept qui est vraiment nouveau pour moi, pour être honnête. Mhm. Euh, et il y a une chose que je me demande, dans une relation polyamoureuse, admettons que
ben, pas admettons, tu es dans une relation polyamoureuse. Donc, admettons que tu es individu A, OK? Mhm. Ton premier conjoint ou conjointe, c'est individu 2 et ton deuxième conjointe, c'est individu 3. Mhm. Donc, individu 3 est en relation avec toi, individu 2 est en relation avec toi. Mhm. Mais est-ce qu'individu 2 doit obligatoirement aussi être en relation avec individu 3? Non, en fait, et c'est une bonne précision à amener parce que la majorité de représentations polyamoureuses dans les médias, c'est ce qu'on appelle des triangles d'amour ou des trouples, que c'est trois personnes qui sont en couple entre eux, tous les trois. Euh, euh, donc, ça peut être par exemple, dans mon cas, j'ai même fait un petit schéma. Ça s'appelle une relation en N. Donc, on a une forme de N ici. Si moi, OK. je fais un point ici, moi, j'ai deux partenaires. Et si on prend la personne qui est ici, un de mes partenaires a moi et une autre personne avec qui elle est en couple. Donc, OK. ouais, donc ça peut être différentes formes. Souvent, on appelle soit une forme en V ou en N, selon le nombre de personnes avec qui on est en couple. Mais, et moi, je connais le partenaire de mon partenaire, ce qu'on appelle dans la communauté un métamour. Donc, le partenaire d'un partenaire. C'est une personne très sympathique, mais moi, je ne suis pas en relation avec cette personne-là. OK. OK. Et ça, c'est vraiment le concept que moi, personnellement, j'avais de la misère à comprendre parce que j'étais comme, oui, mais là, comme ça, fait que c'est mélangeant parce que j'ai beaucoup été élevé, on va se le dire, là, dans une société, ben, on a presque tous été élevés dans une société qui nous apprend la monogamie, on se le cachera pas. Et personnellement, tu sais, comme j'ai toujours un peu recherché la monogamie, là, j'ai le complexe du prince charmant qu'on appelle, là, que genre, j'essaie de trouver l'homme parfait pour moi, puis et je pense que c'est un problème. C'est pour ça que justement, en ce moment, je recherche pas de relation sérieuse parce que je suis comme, faut peut-être que tu révises ce que tu veux dans la vie, un petit peu. Mais quand tu décidé d'arriver à avoir une relation polyamoureuse comme ça, est-ce que ça a été difficile d'en parler à un premier partenaire que tu avais peut-être? Comment que ça s'est fait à ce niveau-là? C'est sûr qu'au tout début, lorsque j'étais dans une relation monogame avec quelqu'un, puis ça faisait quand même 4 ans et quelques qu'on était ensemble, initialement, mon partenaire d'antan, avait proposé le concept d'ouvrir notre couple, mais ça tombait que cette personne-là étant attirée uniquement aux femmes et moi étant attirée à tous les genres, ça faisait que lorsque j'étais attirée envers quelqu'un qui n'était pas une femme, cette personne-là était moins à l'aise au fait que je me couple avec quelqu'un d'un autre genre. Mais par exemple, dans les relations dans lesquelles je suis en ce moment, mon partenaire, nesting partner, donc une personne avec qui on partage davantage, ben, on habite ensemble, entre autres, on OK. partage des dépenses. Euh, elle est déjà dans la communauté polyamoureuse depuis comme 5-6 ans, sinon pas plus. Donc, ça faisait du bien d'avoir une personne de référence pour poser mes questions et tout, et qui était compréhensive au fait que je ne connaissais pas encore tous les concepts du polyamour, puis c'est un monde qui peut être encore, comme je disais, complexe et nuancé. Donc, le fait de me mettre avec une personne qui avait plus d'expérience, ça m'a permis de m'ouvrir davantage au concept puis apprendre davantage. J'imagine qu'étant donné que la personne avec qui tu es en relation avant était déjà ouverte aux relations polyamoureuses, ça a rendu ça plus simple que si, par exemple, vous aviez été deux personnes monogames qui tout d'un coup, OK, on essaie de devenir polyamoureux, tu sais. Oui, puis en fait, dans un couple par le passé, j'étais avec quelqu'un qui, dans sa culture, les familles faisaient encore des mariages arrangés, chose que la personne n'était pas en accord avec, mais qui voulait continuer avec les valeurs de la famille. Donc, on avait songé éventuellement au polyamour pour que lui puisse marier la personne que sa famille choisisse et être en couple avec moi en même temps. Mais étant une personne qui n'était pas de la même culture que lui et étant une personne trans, j'allais jamais pouvoir rencontrer sa famille à lui. Ce qui faisait un sentiment, ça me faisait sentir de la honte un peu de pas pouvoir être comme montré de la même façon euh, à sa famille et son entourage. Mais bref, mais ça me fait penser à ce que tu disais tantôt, un peu le syndrome de prince charmant,
si tu recherches vraiment de certaines qualités auprès d'une certaine personne, mais c'est quelque chose que le polyamour m'a enseigné dans le sens que ce n'est pas nécessairement une personne qui va combler à tous tes besoins. Et c'est entre autres pourquoi je me suis lancée dans le polyamour. Je trouvais ça pas juste que tous mes besoins doivent être remplis par une seule personne. Donc, on a des amis avec qui on a des intérêts différents, avec qui peut-être on va chercher des conversations plus sérieuses que d'autres. On n'a pas juste une amie qui comble tous les besoins d'amitié. Puis pour moi, ça s'applique à des relations également. Donc, c'est d'aller rechercher un peu nos désirs relationnels et nos besoins relationnels dans plus qu'une seule personne. Exact. Ça, j'avoue que c'est quand même avantageux parce que, ben, j'ai envie de dire de nos jours, mais si on est honnête, dans l'ancien temps aussi, sauf qu'il y avait une culture qui empêchait de se séparer ou de chercher ailleurs dans la vie aussi, là. Mais le concept que j'aime bien, c'est justement là, parce que, je veux dire, moi-même, si je pense à mon ex, je veux dire, mon ex était une personne extraordinaire. Puis je le mets ici, là, ça a été le seul chum que j'ai eu dans ma vie, mais c'était une personne extraordinaire. J'ai été très chanceux. Mais tu sais, il y a quand même des besoins que j'avais qui n'étaient pas comblés non plus. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'une personne ne va jamais être 100% ce qu'on a de besoin. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que c'est le fun. Mais il y a beaucoup de préjugés en ce moment par rapport au principe des relations polyamoureuses. C'est quelque chose qui n'est pas bien vu dans toutes les sphères de la société, admettons. Mm-hmm. Puis je veux pas me faire l'avocat du diable, puis je veux dire que ce que je vais dire, c'est pas quelque chose que je pense personnellement, mais je veux quand même juste debunk un petit peu là, les pensées que les gens ont par rapport à ça. Comme quelque chose que j'ai entendu, c'est que les gens qui sont polyamoureux, c'est juste parce que dans le fond, ils ont peur de créer une vraie relation avec une autre personne. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Personnellement, je trouve que ça nécessite encore plus de vulnérabilité et de confiance de pouvoir se lier à plus d'une personne à la fois parce que ça implique qu'on peut se faire briser le cœur par plus d'une personne. Donc, donc cet argument-là, puis je l'ai déjà entendu, c'est pas une question d'avocat de diable ou peu importe, je comprends tout à fait ce que tu veux évoquer. Mais la façon que ces personnes-là peuvent poser la question, ça peut rendre comme si les relations étaient de moindre qualité, juste parce qu'on en a plusieurs en même temps. Mais je trouve, en tout cas dans ma façon de voir les choses, je me mets à 100% dans toutes les relations que j'ai. Je vais pas faire ça half-ass puis d'aimer une personne à moitié. C'est pour ça que en ce moment, j'ai 2 partenaires et je me limite à ça parce que je sais que côté de disponibilité émotionnelle, je peux pas faire plus que ça. Mais par exemple, mon nesting partner, éventuellement, elle serait correcte à avoir peut-être 3 ou même 4 partenaires. Mais on s'est mis d'accord que la communication serait importante et si on ressent que peut-être la personne, il y a moins de temps qu'on passe ensemble et c'est quelque chose qu'on met beaucoup de priorité, de se sentir à l'aise de partager nos émotions et peut-être les inconforts qu'on a pour qu'on puisse aller à travers ça puis passer à autre chose. Donc, ce que je comprends, c'est que justement, s'ouvrir à 2 personnes en même temps, ça peut être encore plus difficile parce que tu te donnes plus de chances au final d'avoir le cœur brisé, comme tu disais. Et aussi, c'est que c'est important de s'investir avec le nombre de personnes qu'on sait qu'on peut s'investir avec, de ne pas aller comme au-delà de ce qu'on a comme énergie et disponibilité. Tout à fait. OK. Donc, c'est pas non plus comme la plupart des gens pensent que moi, je suis polyamoureux. Toutes les personnes sur qui j'ai un crush, automatiquement, ça va devenir mon chum, ma blonde. Non, 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 non. Il y a une réflexion en dessous de tout ça. Il y a une réflexion sur le temps que tu as, la disponibilité, tout ça. Puis est-ce que justement, j'ai juste un crush ou j'ai des sentiments pour cette personne-là? Exactement. Et dans mon cas, par exemple, je me limite à 2 partenaires romantiques, mais moi et mon nesting partner, on est plus ouverts au niveau sexuel. Donc, parfois, on va à des parties avec d'autres personnes qui sont
soit célibataires ou dans des relations ouvertes pour justement partager des expériences plus intimes avec autrui. Mais à la fin de la journée, je me retrouve encore avec juste 2 partenaires romantiques, puis ça me convient parfaitement. OK. Je devrais peut-être devenir polyamoureux, dans le fond. Ouais, Faudrait déjà que je trouve une personne pour commencer. ouais. Je dois Excuse. avouer que parfois, être poli, ça, malgré le fait qu'on peut sortir avec plus d'une personne, ça peut limiter beaucoup les personnes avec qui on peut sortir. Parce qu'à moins de mettre ouvertement sur son bio, sur Tinder ou sur OkCupid, tu sais, les personnes vont dire comme Ah, j'ai pas envie de te partager avec d'autres personnes. Chose que parfois, j'aime un peu moins la formulation parce que ça me fait un peu sentir un peu comme un objet que je me fasse partager d'une personne à une autre. Quoique je comprends tout de même ce qu'il veut dire, mais c'est un peu ironique en quoi on sort avec plus de personnes, mais notre dating pool est plus limité. Ben, c'est ça, j'imagine, parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert au polyamourage. Euh, Ouais, au, j'avoue. au polyamourage, c'est pas beau comme mot, hein? C'est comme, attends, ce qui est ouvert à la la, Amorité, pas pardon, excuse-moi. polyamorité, je sais pas. En tout cas, qui est ouvert à ça. Ouais. OK? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Puis, je veux dire, c'est pas une question non plus de forcer les gens dans des relations polyamoureuses, puis de dire comme non, 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 non. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que tous les partenaires soient confortables là-dedans aussi. Mais Mhm. comme tu dis, ça diminue le pool de navigation dans lequel, parce que premièrement, il faut que tu trouves une personne qui est ouverte à l'idée, Ouais. une personne qui va être intéressée à toi, une personne à qui tu vas être intéressé. Tu sais, tu te retrouves pas dans une relation polyamoureuse en criant ciseaux non plus, là, tu sais. OK, tu sais, mais parce que ça aussi, c'est un des préjugés que j'entends comme de quoi que c'est vraiment facile d'être dans une relation polyamoureuse, puis que c'est facile d'avoir plusieurs partenaires en même temps. Puis moi, personnellement, pour une personne qui a de la misère à trouver un partenaire dans la vie, laissez-moi vous dire que ça doit pas être facile d'en trouver deux. En effet, je confirme. Excusez, ça c'est mon côté amer là, tu sais, le côté de moi qui a besoin d'un homme. On l'aime pas trop ce côté-là, mais mais écoute, oui, justement, sur les sites de rencontres, euh, par exemple, quand tu es dans une relation polyamoureuse ou que tu cherches une relation polyamoureuse, est-ce que c'est difficile de dealer avec les sites de rencontres ou rencontrer des gens? Ça dépend. Il y a certains sites que je trouve non seulement que c'est plus facile de partager qu'on est polyamoureuse, mais qui les communautés qui fréquentent ces applications-là sont peut-être également plus ouvertes. Je pense entre autres à OkCupid qui tu peux marquer si tu es une personne monogame, si tu es une personne polyamoureuse et que, mettons, tu as un nombre fermé de partenaires, donc tu ne recherches pas nécessairement. C'est ça qui est un peu compliqué parce que les gens disent est-ce que tu es célibataire? Parce que je suis comme dans le sens que je suis tout seul, non, mais célibataire dans le sens est-ce que je recherche d'autres partenaires? Peut-être. C'est une question qui est vraiment complexe. Mais c'est ça parce que effectivement, qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que je suis célibataire dans le sens que je suis seul? Non, comme tu dis. Est-ce que je suis célibataire dans le sens que je recherche une autre personne pour avoir une relation? Oui, tu sais, comme j'avoue que c'est là que ça devient comme touché aussi, comme j'imagine, de naviguer là-dedans, surtout que sur Internet, sur les sites de rencontres, on connaît rarement les intérêts, les réactions, l'émotionnel de la personne avec qui on parle, là. Hmm. Tu sais, je veux dire, je me suis souvent fait dire des affaires pas possibles par des gens à qui j'ai juste dit allô dans la vie. Fait que Ouais. j'imagine même pas quand on sort quelque chose d'un peu plus tabou, entre parenthèses, comme ah ben je suis quelqu'un qui est polyamoureux ou je m'en allais dire je suis quelqu'un qui est scatophile, mais je sais pas pourquoi là. La scatophilie me vient dans la tête, mais je suis pas scatophile, guys and girls and all the other ones. Euh, Juste dire ça ici parce que c'est important. Euh, Puis aussi, oui, non, mais ok, je sais, là, je fais une parenthèse sur la scatophilie, je suis vraiment désolé. Je pense que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que la plupart des messages que je reçois sur les sites de rencontres, c'est des gens qui veulent me chier dessus.
OK, là, je vais mettre quelque chose dans mon podcast au clair dès maintenant. Je ne suis pas scatophile. Euh, les défécations ne m'intéressent pas. Je ne sais pas si j'ai une face à scatophile ou quelque chose, mais souvent, c'est les seules choses que je reçois et je ne comprends pas. Mais bref, fin de la parenthèse, fallait que j'en parle. Pour en revenir à la polyamouration, hey, je vais sortir toutes les possibilités de mots qu'on peut dire avec ça. Pour en revenir aux relations polyamoureuses, tiens, relations polyamoureuses. Euh, Est-ce que quand tu commences avec un partenaire ou un autre partenaire, j'imagine qu'il doit y avoir une conversation vraiment de voici le genre de relation qu'on a, voici ce que je peux t'offrir ou ce que je peux pas t'offrir d'une certaine façon? Oui, tout à fait. Tout ce qui concerne ce qu'on recherche dans les relations, les limites qu'on veut établir. Parce qu'il y a certaines, c'est pas quelque chose auquel moi j'adhère personnellement, mais il y a certains couples ou relations polyamoureuses qui donnent un droit de veto. Mettons un OK. partenaire qui donne un droit de veto à une autre personne par rapport à avec qui cette personne-là va ressortir. Chose que moi, je n'adhère pas parce que, encore une fois, c'est les relations de mon partenaire et non pas de moi. Mais tout à fait, tout ce qui concerne ce qu'on recherche, les limites, comme je disais, c'est vraiment des choses à prendre en compte avant qu'on commence les démarches à chercher d'autres partenaires, pour garder la communication ouverte et tout, pour pas qu'on se fasse surprendre, genre, oh, by the way. T'sais. Comme dans n'importe quel couple, on n'aime pas se faire surprendre, surtout avec des choses qui sont plus intimes comme les relations de couple. Ça, c'est clair. Mhm. Une autre question qui me vient en tête, puis qui est peut-être, ça, c'est vraiment une question qui vient de moi, là, pas de préjugés ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible d'être infidèle même si on est dans des relations polyamoureuses? Oui, tout à fait. Parce que pour moi, l'infidélité, c'est un bris de confiance par rapport à des limites qui ont été établies. Donc, pour moi, par exemple, je peux penser à, OK, mettons, si tu as d'autres relations sexuelles avec d'autres personnes, tu gardes le condom pendant les relations. Il n'y a pas d'échange de fluide quelconque. Mais si j'apprends que mon partenaire a fait ça avec une autre personne, là, il y a un bris de confiance par rapport à ce qu'on avait établi. Donc, ça revient au terme d'avoir confiance dans les limites qu'on s'est mis et dans ce qu'on a décidé que notre relation serait, même si on a d'autres relations ailleurs, il faut quand même respecter les choix qu'on a fait pour la nôtre. Exact. Je pense que c'est un concept que justement les gens qui connaissent pas trop les relations polyamoureuses ont tendance à pas penser à ce genre de choses-là. Dans le sens où, ben là, étant donné qu'il y a beaucoup de partenaires, ça doit être dur de communiquer, mais selon ce que je comprends de ce que tu m'expliques, au contraire, la communication doit être encore plus présente. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes que je vois qui veulent se lancer, par exemple, dans le polyamour, non pas parce qu'ils y croient nécessairement, mais si, mettons, il y a des problèmes dans leur couple actuel, ils pensent qu'en ouvrant leur couple à d'autres personnes, que ça va faciliter les choses. Et non, je dirais, la majorité du temps, c'est le contraire, parce que tu ajoutes plus de personnes, plus d'opinions, plus de défis de communication et de transparence avec d'autres personnes. Ça a été un peu la situation avec quand j'avais découvert que j'étais polyamoureux. C'était, bon, on avait un peu des vagues dans notre relation. On s'est dit, bon, peut-être en l'ouvrant, on va découvrir. Et je le recommande pas. Ça prend énormément de travail sur soi, d'apprendre ses propres besoins, parce que je suis le genre de personne à vouloir combler aux besoins des autres personnes, mais pas nécessairement écouter ce que j'ai besoin de moi-même. OK. Euh, et ça a été quelque chose que j'ai pu apprendre et que je continue à apprendre dans mes relations actuelles, c'est qu'est-ce que moi j'ai de besoin pour me sentir en santé et épanouie dans mes relations. Autant au niveau physique qu'au niveau mental. Tout à fait, tout à fait. Parce Hmm. que une chose que je dis également aux gens, il y a certaines personnes dans la communauté polyamoureuse qui parfois ont un complexe, je dirais quasiment de supériorité parce qu'ils se disent, j'ai fait le cheminement pour apprendre que j'étais polyamoureuse et que je travaille sur la communication, chose que
c'est pas toute la population qui le fait, bien évidemment. Mais donc, il critique la monogamie et ma réponse à ça, c'est je ne critique pas la monogamie en soi, je critique la monogamie par défaut. OK. Donc, la monogamie par laquelle on se dit c'est la seule option qui existe, je ne fais pas de travail sur moi ou pour apprendre qu'est-ce qui me convient et convient à mon ou mes partenaires. C'est un peu ce que la société met de l'avant, tout comme l'hétérosexualité, le cisgenrisme, c'est des choses qui sont par défaut et donc on ne met pas en question. Donc, j'invite les personnes, peu importe, si à la fin de la journée, tu fais cette découverte-là et tu fais ces démarches, puis finalement, tu apprends que tu es toujours monogame, c'est bien correct, mais tu as fait le travail pour. Tu l'as pas juste fait comme, bon, tout le monde est de même, je vais faire ça. Dans le fond, c'est de prendre le temps de découvrir pour toi-même, est-ce que je suis monogame parce que c'est ce que la société me dit que je dois être, ou est-ce que je suis monogame parce que c'est ce qui fonctionne pour moi? Voilà. Et ça, c'est tout à fait sain. Je pense que c'est une façon saine de voir les choses. Moi, c'est un peu, je vais faire un parallèle peut-être qui fait pas de sens, mais que dans ma tête, qui en fait. Moi, c'est un petit peu quand, tu sais, quand les gens disent c'est un choix d'être homosexuel, Hmm. OK? Moi, il y a tout le temps le moment que je regarde la personne, puis ce que je fais, c'est OK, à quel moment toi, tu as décidé que tu allais être homosexuel puis pas gay? Parce Mhm. que si tu as pris la décision, c'est que tu avais le potentiel d'être les deux à un moment donné. Mhm. Fait à quel moment tu as choisi? Et j'ai tout le temps des personnes qui sont comme euh, puis moi, dans ma tête, c'est si à un moment donné dans ta vie, il a fallu que tu choisisses d'être hétérosexuel ou homosexuel, j'ai des petites nouvelles pour toi. T'es pas hétérosexuel. Tu sais, L'identité de genre également, il y a beaucoup de personnes cis, mettons, qui disent non seulement que les personnes trans choisissent de l'être, ce qui est faux, mais parfois ils critiquent les personnes trans d'utiliser des termes un peu plus abstraits pour définir c'est quoi leur identité. Et souvent, j'ai envie de répondre aux personnes cis qui me demandent ça. Bon, si tu avais à découvrir, si tu avais à définir pourquoi, mettons, tu es un homme et tu t'identifies comme homme, mais tu peux pas utiliser le fait que tu as un pénis, comment tu le décrirais? euh, euh, je suis un homme parce qu'on m'a appris que j'avais pas le droit d'avoir des émotions, puis aujourd'hui, je vis avec le trauma que si j'ai des émotions, je deviens anxieux. Réponse. Mais c'est ça, puis tu sais, je vais être honnête, j'ai pas toujours été aussi ouvert d'esprit que je le suis aujourd'hui. J'ai eu quelques problèmes par le passé. Je dirais pas quelques problèmes, mais j'avais de la difficulté à comprendre un peu les personnes trans, les personnes non binaires. Puis j'essayais tellement de comprendre. Puis j'étais comme, mais je comprends pas, mais je veux comprendre. Puis euh, ça faisait que, étant donné que je comprenais pas, j'avais comme cette fermeture-là par rapport à ces gens-là. Et il y a juste un moment donné où je me suis arrêté, j'ai fait, wow, c'est-tu si important que ça que je le comprenne? Ou est-ce que c'est pas plus important juste que j'accepte ces personnes-là? Que j'accepte comment ils sentent puis tout ça? Et d'arrêter d'avoir ce questionnement-là de si je le comprends pas, ben ça fait pas de sens. Non, c'est pas ça l'important. Le person, c'est de respecter les personnes, de respecter comment ils sentent et de les traiter de la façon dont ils veulent être traités aussi. Et c'est là que j'ai commencé justement à m'ouvrir à certaines choses. Puis j'embarque là-dessus parce que c'est la même chose un peu pour le polyamour, tu sais. Le polyamour, c'est pas un concept que je comprenais. J'étais comme oui, mais là, mais si, mais ça. Et c'est au moment où tu arrêtes, puis que tu arrêtes de dire j'ai pas besoin de comprendre, j'ai juste besoin d'accepter que c'est là tout ça. Puis que c'est une chose qui est. Tu sais, c'est un peu. Là, j'ai l'impression de me perdre dans 20 000 directions en même temps, mais je pense que c'est ça l'important au niveau de toute tolérance. Mhm. Arrêtez de penser que c'est important de comprendre à 100% l'autre
puis focusser sur accepter l'autre. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais c'est comme ça que Ouais. j'ai appris à être ouvert d'esprit. J'avais vu même un meme à un moment donné qui faisait référence à ça dans le sens que, bon, je comprends pas la transidentité, et comme, je comprends pas les Coréens, mais je sais que c'est une langue. Exact. Tu sais? J'aime vraiment la comparaison parce que c'est vrai. Hmm. C'est la même chose. C'est s'ouvrir à une culture différente parce qu'on va se le dire, tu sais, la culture LGBTQIA+2. J'ai tout le temps peur de le dire pas correctement, là. Ouh. Euh, c'est une culture qui est différente de la culture hétérosexuelle, on s'entend. Et c'est peut-être une raison pourquoi on voit ça on voit la polyamour plus facile dans la communauté parce que ça vient un peu avec notre culture de libération, dans le Mhm. sens où, je veux dire, la plupart des gens qui font partie de notre communauté, c'est des gens qui ont dû se cacher à un certain moment, c'est des gens qui ont dû se réprimer, qui ont dû tout ça. Et une fois que tu t'ouvres au monde, une fois que tu sors tout ça, tu n'as pas envie de cacher le reste, tu as envie d'être libéré dans tout. Tu as envie d'être libre partout. Fait que je pense que c'est pour ça, tu sais, des fois, la culture hétérosexuelle va être là. Ouais, mais tu sais, vous êtes too much à montrer votre sexualité, vous êtes too much à montrer ci, too much à montrer ça. Mais c'est comme, oui, parce que dans notre culture, on a une culture qu'on ne veut plus rien cacher de qui on est. Ça fait partie de notre culture. Parce que oui, ça fait peut-être des années qu'on vous dit on est différent, on est pareil, on est pareil. Les hétéros et les gays, on est des êtres humains pareils. Ce n'est pas vrai. On est différent. On est différent, puis c'est ça qu'il faut accepter. La culture de la communauté n'est pas la même que la culture hétérosexuelle. Et il faut que la culture hétérosexuelle arrête d'essayer d'hétéronormaliser la culture LGBTQ parce que ça ne fonctionnera pas. Mhm. Ouais, excusez. Je sais pas, je suis parti sur une chire, je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est bien correct. Ça me fait penser même, étant une personne en situation de handicap, j'essaie de mon mieux d'apprendre également sur d'autres conditions médicales et d'autres situations de handicap et d'apprendre toute la culture autour des personnes sourdes et de la langue, autant LSQ que ASL et tout, et même d'apprendre, par exemple, que le nom qu'on a, mettons, Cora, la façon que c'est signé, c'est donné par une personne sourde. C'est attribué à toi. C'est pas toi qui l'invente. Donc, il y a vraiment toute une histoire et culture derrière, un peu comme tu disais, avec les personnes hétéros versus les personnes queer. On a des cultures différentes. Et même si on compare, par exemple, aux personnes blanches qui disent ouais, moi, je vois pas de couleur lorsqu'on parle des personnes racisées, ça me frustre au point parce que tu ne vois pas la culture, tu ne vois pas l'histoire, les systèmes d'oppression derrière ça. Tu dis que tu es aveugle, mais tu es aveugle à tout finalement, pas juste aux couleurs. Mais c'est ça le problème, parce que si on dit, admettons, moi, je vois pas les couleurs, c'est parce que tu refuses aussi euh, le côté, c'est plate à dire, mais tu refuses aussi en disant ça la responsabilité que la culture blanche a eue sur les cultures d'autres races aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me pue au nez. Et il y a une autre chose qui me pue au nez dans le sens où, tu sais, des fois, il va y avoir un film qui va sortir et dans le film, c'est un film qui se passe peut-être dans les vieilles années. Et dans ce film-là, il va y avoir des esclaves qui vont être maltraités et tout ça. T'sais. Et moi, je trouve toujours ça rough de voir ces films-là, mais je pense que c'est important parce que ça fait quand même partie de l'histoire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais les militants blancs vont dire ah, c'est pas correct de montrer ça à la télé, c'est pas correct de montrer ça à la télé. Et j'ai l'impression qu'ils veulent effacer ce côté-là de l'histoire. Je comprends ce que tu veux dire. Et après, j'imagine, on va revenir au polyamour parce qu'on Oui, fait vraiment. oui, on s'en va partout, là. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, il y a comme un paradoxe d'avoir une représentation, par exemple, des personnes racisées qui est tellement basée uniquement sur leur souffrance et non pas sur Hmm. d'autres expériences
expérience vécue. Tu sais, j'avais vu un post à un moment donné, pardon, qui disait, tu sais, essaye de nommer un film qui est basé sur une communauté noire qui ne parle pas de trauma. Ah, c'est vrai que c'est dur, hein? Tu vas chercher longtemps. C'est vrai que c'est dur. Donc, c'est un peu le... C'est le côté tranchant de l'autre côté de la médaille, dans le fond, là. Ouais. Voilà. Par exemple, j'ai regardé un super documentaire qui s'appelle Disclosure sur Netflix qui parle de la représentation trans dans les médias. Et d'autant qu'il y a un côté qui est l'absence de représentation dans les médias, que tu as le côté que soit les personnes trans sont victimes de meurtres, de violences, ou par exemple dans les émissions médicales comme Grey's Anatomy, que c'est, mettons, les hormones que prend la personne trans qui lui donnent un cancer. Et oui, je l'ai vu, cet épisode-là. Donc, tu as vraiment un double côté de la médaille de OK, est-ce qu'on veut aucune représentation ou vraiment que de la mauvaise représentation? Ouais, mais c'est sûr que dans un show aussi relié à l'hôpital, c'est pas souvent facile. Grey's Anatomy, je vais en parler, ils ont eu des... Mais ils ont eu des pouces en l'air. Comme, je veux dire, il y a eu un épisode justement où il y a un homme trans Ouais, qui est tombé enceinte. OK. Et justement, c'était la décision, est-ce que je garde l'enfant, est-ce que je le garde pas? Parce que si je garde l'enfant, il faut que j'arrête de prendre euh, euh, voyons, Les hormones? les hormones le temps de la grossesse, juste le temps de la grossesse, tu sais. Tout ça. Fait que, tu sais, il y a tout ce questionnement-là, puis tu vois, la personne a le questionnement, est-ce que c'est comme, est-ce que je fais ça parce que là, j'ai enfin le corps que je veux, j'ai enfin la personne que je veux, mais là, si j'arrête les hormones, là, c'est comme ça. Fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé que c'était plus intéressant que les hormones m'ont donné le cancer, tu sais. Ouais. Parce que là, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment montré un struggle réaliste qu'une personne trans peut vivre dans la vie, là, je veux dire. Mm. Puis c'est un struggle que n'importe qui peut avoir, que tu tombes enceinte ou enceint. Je veux dire, il faut que tu l'aies la décision, est-ce que je le garde ou je le garde pas, ce bébé-là. Mais Ouais. personne ne va avoir le questionnement sur les mêmes choses. Ouais. Et c'est sûr qu'une personne trans n'aura pas les mêmes questions qu'une personne hétérosexuelle, là. Mm. Bref, excuse-moi. Mais bref, on Non, va revenir au polyamour. c'est ça, mais Oui, j'allais porter dans ce sens-là oui. de représentation. Tu sais, quand on parle de séries fictives, autant fictives que non fictives, il y a très peu de représentation de couples polis à la télé. Et souvent, c'est soit, comme je disais, des couples, donc tout le monde est en couple entre eux, ou des émissions du genre Sister Wives à TLC, où ouais, ouais, c'est un peu des séries de réalité qui portent sur un homme qui a plusieurs femmes et qui a... En tout cas, c'est difficile à expliquer, mais c'est pas une très bonne représentation ou très réaliste de ce que c'est être poli. C'est du Ça, sensationnalisme. oui, OK. oui. Mais ça, c'est vrai, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de c'est quoi des relations polyamoureuses à la télé. Peut-être que j'écoute pas les bons shows télé non plus, mais souvent, quand je vais voir des relations polyamoureuses, en parenthèse, la plupart du temps, ça va être trois gars qui sont en troupe. Ah, OK. C'est pas mal ce que j'ai vu. T'sais, mais souvent, on oublie le concept personne trans. Une femme peut être en trouble aussi. Mm. C'est comme si on délimitait ça aux hommes homosexuels. Et Je sais tu pas si tu vois, comprends. moi, souvent, la représentation que je voyais de mon côté, regardant surtout des séries qui sont anglophones, c'est un homme hétérosexuel qui est avec deux femmes. Et si on parle d'un couple, c'est donc que les deux femmes sont bisexuelles, donc pour être en couple entre elles aussi. Il n'est Ouais, mais pas tout le temps le cas non plus. ça c'est le rêve homme cisgenre hétérosexuel, là, que toutes Voilà. les femmes sont bisexuelles, puis que Et puis faire des tripes à trois à tout moment, oui. exactement. Écoute, moi, je vais être honnête, là, pour tous les hommes cis hétéros qui écoutent mon podcast, j'ai pas de haine envers vous. Mais au nombre de femmes qui disent qu'ils sont pas satisfaites par leur homme,
Pensez pas que vous êtes capable d'en satisfaire 2 en même temps, OK? Non, mais on va dire les vraies affaires, là. J'approuve. En tout cas, Mané, à un moment donné, là. Bref. Et j'aimerais ça un peu, justement, avec la représentation de ce qui est les relations polyamoureuses, qu'est-ce qui te gosse le plus quand les gens parlent de relations polyamoureuses autour de toi? Justement, quand on parle dans le sensation, ce que tu avais essayé de nommer tantôt, puis que ça fait pas, ça, Sensationnalisme. voilà. Donc, que ça part dans ça, que ça part dans des stéréotypes, ça peut être frustrant, ou même à l'opposé, quand je vois des relations monogames, quand on parle, mettons, même de Twilight, c'est un bon exemple de ça, de comme la fille qui elle a des relations envers 2 gars en même temps, puis il y a tellement de séries dans ce genre-là, je suis comme, ça serait tellement plus simple si tu étais poli. Ça serait la fin du drame, ça serait même plus une série de 4 films, ça finirait au premier, puis tout est réglé. Exactement. Mais ça, c'est sans oublier le côté possessif de l'homme hétérosexuel, là. Ouais. Puis à la base, ça a été prouvé dans plusieurs moments que Edward dans Twilight est un homme possessif et violent. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, Toi, personnellement, est-ce que c'est quelque chose que tu parles ouvertement dans ton entourage de tes relations polyamoureuses? Et est-ce que tu t'es frôlé à des personnes qui ont comme eu un œil négatif sur tes relations? Je dirais parmi mon entourage plus proche puis de ma famille, j'ai pas vraiment eu vraiment de friction ou de mauvais commentaires ou réactions. Je sais pas si mon père le comprend encore ou si il a remarqué que je fais référence à plus d'une personne et non pas la même personne en tout temps. Euh, Donc, souvent, quand il me dit Ah, qu'est-ce que tu fais avec ton partenaire? Je suis comme lequel? Et là, j'imagine le point d'interrogation dans son visage de Hein? Voilà, tu sais, ça a même été difficile pendant les temps de fête de dire comme pour tu sais, c'était certain, je voulais apporter mon nesting partner comme voir mes parents. Mais là, en même temps, j'étais comme, ben, est-ce que j'amène aussi l'autre partenaire aussi? Parce que je l'aime autant. Ma relation n'est pas hiérarchique comme c'est le cas dans certaines d'autres relations. Mais est-ce que je suis nécessairement prêt d'avoir cette conversation qui risque peut-être de devenir une confrontation avec mon père? Déjà, je m'entends pas bien sur plein d'autres sujets. Je voulais pas en ajouter un. Non, c'est sûr que s'il y a déjà de la friction de rajouter, comme des fois, c'est comme une espèce de nouveau coming out à faire, là. Tu sais, c'est une chose c'est un concept que les personnes hétérosexuelles ont tendance à pas comprendre, mais on n'a pas juste un coming out dans la vie, là. Quand Mhm. on fait partie de la communauté, on en a souvent, on doit souvent coming out, puis tout ça. Puis pas juste sur le fait, je suis gay, je suis trans, je suis non-binaire, je suis ci, mais souvent, c'est ça. Je suis polyamoureux, je suis polyamoureuse, je suis ci, je suis ça. Donc, puis, c'est chaque fois qu'on rencontre des nouveaux groupes, c'est un nouveau coming out, c'est des nouvelles. Puis, oui, ça devient de plus en plus facile, mais ça reste quand même que on ne sait jamais à qui on est en train de s'adresser. Puis même avec les relations polyamoureuses, il y a des gens qui vont bien réagir, mais tu as des gens qui vont péter une coche, là. Mhm. Tu sais, il y en a pour qui c'est important la monogamie, là. Oui, tu sais, il y a certaines personnes, ou même si c'est pas des personnes qui sont près de mon entourage, mais que, mettons, sont des personnes des valeurs plus fondamentalistes de l'Église, que je vais pas nécessairement mentionner que je suis en couple avec plus d'une personne à la fois. Et je pense notamment à une personne en mon avis, un peu hypocritique, mais qui est contre les divorces à un certain point à cause de ses valeurs religieuses, mais qui a été divorcée elle-même. Donc, c'est des, c'est Excuse. des- c'est des situations de même que je fais, je sais pas justement parce que leur réaction peut être tellement imprévisible.
que je veux pas nécessairement tenter le terrain. Et moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert avec pas mal toutes ses identités dans tous les aspects de ma vie, mais je garde quand même une certaine hésitance avec certaines personnes plus que d'autres. Hmm. Parce que justement, tu sais, on a toutes des personnes, tu sais, c'est plate à dire, mais on a toutes des personnes qu'on aime beaucoup dans la vie, mais qui sont un petit peu moins tolérants sur certaines choses. Puis c'est dur des fois d'aimer ces personnes-là encore, mais tu sais, on a quand même un attachement, veut pas, tu sais. Fait que des fois, effectivement, chose qui est malheureuse, on va éviter les frictions. Ouais. C'est pas nécessairement la chose qui est la plus agréable, mais des fois, malheureusement, oui, on n'a pas le choix d'acheter la paix, tu sais, parce que veux pas, un moment donné, être toujours en train de se battre, être toujours en train de. Ça peut devenir épuisant aussi, là. Oui, Tu c'est sais, ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas nécessairement, c'est la lourdeur de devoir garder ces informations-là pour toi, non pas par honte, mais justement pour acheter la paix. Et si c'est des aspects qui sont vraiment fondamentaux pour toi et ton sentiment d'authenticité, ça peut peser énormément, tu sais. Étant une personne trans qui est out à toute sa famille, je me fais encore mégenrer énormément, mais il y a des situations où ce que je vais pas corriger. C'est pas parce qu'ils ils ont ils ont raison de le faire, mais à un certain moment, je dis, bon, je suis fatiguée de le corriger, je vais faire comme, OK, puis je vais continuer. Ça prend énormément d'énergie de devoir faire ces corrections à répétition. ça devient épuisant. Ça devient épuisant. Et surtout, puis je vais revenir avec ça aux relations polyamoureuses, mais dès qu'on a quelque chose de différent dans la vie, on dirait que les gens qui ne le sont pas nous rendent responsables d'éduquer par Mhm. rapport à ce que c'est, par rapport à quoi que ce soit, tu sais, de comme, si t'es gay, bon, ben, t'as le devoir d'éduquer les gens sur c'est quoi être gay. Tu es trans, donc t'as le devoir d'éduquer les... Non, non, je ne dois rien à personne d'autre que moi. Si aujourd'hui, ça me tente pas d'expliquer à quelqu'un c'est quoi être gay, c'est quoi être trans, c'est quoi être non-binaire, ben, j'ai le droit. Ouais. Même chose pour les relations polyamoureuses. Un moment donné, c'est épuisant de devoir toujours justifier qui on est, de toujours être obligé de faire voir aux gens que ce qu'on est, le type de relations qu'on a sont légitimes. Oui, je fais souvent de l'éducation parce que c'est quelque chose qui me plaît et que je me considère en tant qu'activiste, mais je vais pas le faire 24/7 non plus. Et il y a des magnifiques chercheurs sur Internet qui s'appellent Google et d'autres qui existent, d'autres activistes que justement leur vie, c'est de rendre du contenu accessible à la population et faire de l'éducation populaire. Donc, si des gens veulent avoir des informations, j'ai trois options. Soit j'essaie de faire un résumé par moi-même, soit je leur dis, OK, allez voir telle ressource sur Internet ou d'autres livres qui peuvent t'éduquer davantage, ou rémunérez-moi pour l'éducation. Tu sais, j'ai l'intention de devenir sexologue. Je me suis enfin inscrite à l'université puis, pour devenir sexologue. Ouais, j'ai vraiment hâte à ça. Et tu sais, ça va être rendu éventuellement mon travail de faire ça. Donc, éventuellement, comme si vous reconnaissez que ça prend énormément du temps, de ressources pour s'éduquer sur le sujet et que tu veux pas toi-même le faire, rémunère-moi. Exactement. C'est devenu ma job, fait que maintenant, paye, paye. Et aussi, c'est quoi tu dirais, parce que là, on va y aller avec les côtés bénéfiques. C'est quoi les côtés les plus bénéfiques des relations polyamoureuses selon tes connaissances? Je peux seulement parler de ma propre situation. Je peux pas généraliser pour l'ensemble de la communauté. C'est pour ça Mais que je disais à ta connaissance, c'est comme. j'ai vraiment l'impression de découvrir une, une plus grande, comment je peux dire, c'est pas un éventail d'informations, mais vraiment d'apprendre davantage sur moi-même, puis ce que je priorise dans la vie. Il y a certains côtés de moi qui ressortent davantage que d'autres selon la personne avec qui je suis. Donc, auparavant, tu sais,
c'était souvent le commentaire que certains de mes amis faisaient dans le temps, c'est ah, j'avais une certaine personnalité avec qui j'étais, et parfois ils prenaient ça comme si c'était pas sincère de ma part, mais non, OK? c'est vraiment chaque personne qui me fait sortir soit un côté plus rigolo ou plus comme sérieux. Ou, tu sais, on est des êtres humains qui sont complexes avec des émotions complexes qui ne sont pas tous de l'avant 24/7. Donc, d'être avec plusieurs personnes qui font ressortir plusieurs parties de moi me fait reconnaître que je suis un être humain qui est imparfait, mais qui a de la valeur pour plus d'une personne. Ça peut être valorisant en même temps de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui se soucient de toi. Euh, mais vraiment, ça m'a beaucoup fait apprendre sur moi-même et ce que j'avais besoin de mes propres compétences et sur quoi je pouvais m'améliorer pour mon propre bien-être et celle de mes partenaires. J'imagine aussi que ça t'a permis de sortir peut-être des côtés de ta personnalité que tu ne pouvais pas sortir auparavant non plus. Mhm. Oui, exactement. Comme je peux notamment parler du fait que je suis une personne neurodivergente et mon nesting partner est une personne sur le spectre de l'autisme. Donc, le fait d'être avec une autre personne qui vit des réalités similaires aux miennes, je me sens moins inconfortable, par exemple, si je suis overwhelmed puis je commence à être non-verbale. Je commence à apprendre la langue des signes, puis à un moment donné, j'avais fait l'épicerie avec mon nesting partner, puis rendu à la fin, on était tous les deux trop overwhelmed, puis on avait fait le reste de l'épicerie en faisant des signes pour le reste, puis je me sentais pas comme... euh, je me sentais pas moins valide à ce moment-là. Je me sentais comprise dans la situation, chose que si j'aurais fait avec une personne neurotypique, aurait fait comme, mais qu'est-ce que tu fais? Ça te permet de trouver des nouvelles façons dans lesquelles te sentir bien, non seulement avec toi-même, mais aussi en société. Voilà. Excellent. Et sinon, on va aller vers peut-être le côté euh, négatif, entre parenthèses. Qu'est-ce qui est le plus challenging quand on a des relations polyamoureuses, selon toi, là, selon tes connaissances à toi, évidemment? Selon moi, je dirais que si tu fais pas le travail en continu d'assurer que la communication est ouverte, que l'honnêteté et la transparence sont de l'avant dans tes relations, ça peut facilement avancer des insécurités sur soi-même ou par rapport à ses relations de est-ce que la personne m'apprécie pour telle ou telle partie de moi. Et le fait qu'il y a plusieurs personnes qui... Tu sais, si tu as une insécurité quelconque dans une relation, ça va être multiplié par le nombre de personnes avec qui tu es en couple. Oh Donc, oui, j'avoue. Ouh! donc tu sais, les aspects, par exemple, je consulte un sexologue actuellement, puis il y a certaines parties de quand on travaille ensemble, puis on dit, bon, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. C'est plus qu'une relation sur laquelle tu dois le mettre en application. Donc, si tu n'es pas prêt à faire le travail, non seulement pour toi, mais pour autrui, ça peut faire sortir énormément d'insécurité. Mais Donc, je suis le genre de personne de vouloir m'éduquer puis me renseigner davantage. Donc, tu sais, j'ai des livres dans mon bibliothèque sur le polyamour, sur la communication ouverte. Donc, si pour toi, la polyamour se résume à juste avoir des relations avec plusieurs personnes sans avoir la profondeur émotionnelle derrière, c'est peut-être pas pour toi. OK. Puis on avait dit tantôt, si tu découvres que c'est pas pour toi, c'est chill. Mais ce n'est plus par défaut. Tu as fait le cheminement. Exactement. Ça, c'est une affaire, justement, qui est importante de comprendre. La chose, là, il n'y a personne qui dit que tout le monde doit être polyamoureux dans la vie. Au contraire, c'est prôner d'avoir la chance de découvrir qu'est-ce qui est fait pour toi. Mhm. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui rend l'humain unique, c'est ça qui rend l'humain euh, différent. Tu sais, je veux dire, euh, oui, il y a des humains qui vont être similaires, mais il n'y a personne qui va être la même personne à 100%. Je veux dire, on a tous des désirs différents, on a tous des besoins différents.
On vit tous l'amour d'une façon différente. Juste là, il y a un livre là, qui s'appelle, tu sais, là, qui dit quel genre de, comment que tu montres ton amour aux gens, là. Est-ce que Ok. qu'il y a différentes façons de montrer son amour, là. Il Ouais, y a des, des langages d'amour, genre, oui, ouais. c'est ça, exactement. Tu sais, puis qui explique justement de, tu sais, puis il y a tellement plein de possibilités, il y a tellement de complexes, puis on découvre des choses au niveau relationnel de plus en plus, puis il y a des nouvelles affaires qu'on découvre dans la vie, autant biologiquement que mentalement, que physiquement, je veux dire, on n'a pas le choix en tant qu'être humain de faire la découverte de qui on est, puis ce qu'on a besoin, puis de ce qu'on veut. Ouais. Fait que cherchez qu'est-ce que vous avez de besoin, puis qu'est-ce que vous voulez, puis ce qui est bon pour vous. C'est Mm. ça qu'on dit, là. Ouais. Vous m'écoutez-tu, là, les maladreuses, là? C'est ça que je vous dis, là. Je vous regarde dans les yeux, là. Excusez. Des fois, j'ai des petits chires comme ça qui me passent par la tête, là. C'est des bulles qui pètent dans mon cerveau. Et, écoute, au niveau on revient, on a eu beaucoup de divagations. Pour en revenir au polyamour, euh, selon toi, si je ne sais pas comment formuler ça. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, serait le plus malsain dans une relation polyamoureuse? Euh, je dirais justement le fait de pas vouloir travailler sur soi et de penser que les attitudes et les comportements qu'on a eus dans les relations précédentes vont nécessairement s'appliquer à celle-là. Ça prend beaucoup d'adaptation et de flexibilité. C'est pas la même chose qu'être flexible sur ses limites, parce que les limites, c'est personnel à chacun, chacune, et c'est bien valide, peu importe les raisonnements. Mais dans le sens que, par exemple, pour les façons d'exprimer, des langages d'amour, c'est pas tout le monde qui vont apprécier les mots d'affirmation de la même façon que le contact physique, que des cadeaux. Pour moi, les cadeaux, c'est un peu moins d'importance personnellement. Moi, je préfère passer du temps avec la personne et d'avoir un contact physique avec, mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, je pense que la rigidité et de s'attendre à ce que on peut utiliser un cookie cutter dans ces relations, surtout avec plus d'une personne, comme tu disais, c'est pas tout le monde qui est la même, mais pas en tout. Et de s'attendre qu'un cookie cutter va fonctionner pour tout le monde. C'est des périodes d'adaptation. Je suis seulement en couple avec mon nesting partner depuis 5 mois et on continue d'apprendre l'un sur l'autre et c'est un cheminement continu. C'est pas comme, bon, après 1 an, j'ai tout appris sur mon partenaire, je vais pouvoir appliquer ça dans toutes mes relations futures. Il y a énormément de variabilité dans l'expérience humaine. Donc, attends-toi pas à ce que la même chose va fonctionner pour tout le monde. Il faut que tu sois prêt à mettre le travail. Puis c'est pas parce que un ou une conjointe va te donner quelque chose que tu as besoin, puis un autre partenaire va te donner ce que tu as besoin, que automatiquement ces personnes-là ne deviennent que ces deux types de besoins-là non plus. Ça reste des êtres humains complets et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans le fond. Exact. OK. Fait que dans le fond, c'est peut-être un peu ça aussi. J'imagine, tu peux pas te permettre d'être égoïste dans une relation polyamoureuse, là. Je veux dire, parce que il faut que tu donnes autant que tu reçoives. Je veux dire, il faut vraiment que tu sois capable autant de chercher ce que tu as besoin, mais aussi de combler ce que les autres ont besoin. Ouais, à moins que tes deux partenaires sont tous les deux des sugar daddy qui font uniquement pas recevoir, des relations, c'est réciproque. Parlant de Sugar Daddy, j'aimerais ça en avoir un, là. Ouf. À vous, hein. Ah, écoute, j'ai besoin de la PlayStation 5, là. Si quelqu'un peut payer le frais de scolarité, ce serait pas mieux. Oui, ça serait le fun, tes frais de scolarité aussi. Faut que je puisse là, éduquer après. Excellent.
Oh là là, écoute, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Ça le passe. Écoute, moi, c'est toujours un excellent moment que j'ai avec toi, Cora. Toujours, toujours, toujours. Et on arrive vers la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose avant qu'on finisse ou qu'on fasse la finale? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas parlé que tu voudrais mentionner par rapport aux relations polyamoureuses? Je dirais, si tu es une personne qui songe à peut-être ouvrir sa relation et d'explorer une potentielle relation polyamoureuse, de pas avoir peur de poser des questions. Parce que je pense au début, une des choses qui m'a un peu comme mis au défi, c'est je voulais pas paraître trop naïve ou conne devant des personnes polyamoureuses plus expérimentées. Mais finalement, tout ce qu'on veut, c'est que les autres personnes de notre communauté aient des relations saines. Donc, tu sais, ça me ferait plaisir si jamais quelqu'un vient me DM et me poser des questions sur le polyamour. Ça me ferait bien plaisir de répondre. Si ça dépasse un certain niveau d'éducation, peut-être de payer un café ou quelque chose. Mais cela étant dit, vraiment pas avoir peur de poser des questions parce qu'on a tous été par là. On peut comme si tu es une personne LGBTQ+, il y a quelqu'un qui vient de faire son coming out, je suis sûre que tu réagirais un peu de la même façon de faire comme, tu sais, tu peux poser des questions. On a tous passé par là. Et à la fin de la journée, on veut juste le bien-être pour tout le monde. Donc, On a tout un petit côté mentor à l'intérieur de nous, là. voilà. Et si les gens veulent te retrouver sur les internets, où est-ce qu'ils peuvent aller? En fait, étant donné que mes profils de réseaux sociaux, à part mon profil personnel, sont plus dédiés à ma musique, les gens peuvent me trouver sur Instagram et TikTok sur Cobalt Music Official, puis c'est un mix de contenu autant comédique que musique. Donc, et comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur des conseils slash recommandations de la semaine. Ça serait quoi ton conseil slash recommandation de la semaine? Recommandation de la semaine. Ça n'a pas rapport au polyamour, mais pas en tout, là. Mais Même si c'est pas relié, on aime ça que ce soit n'importe quoi. je dirais que si jamais tu rencontres une difficulté X, surtout qu'on est dans la nouvelle année, on peut peut-être ressentir le besoin d'être une nouvelle personne pour la nouvelle année. On fait face à des défis ou dire, mettons, peut-être telle chose, je peux penser, mettons, à mon situation de handicap. Pendant un certain temps, je n'arrêtais pas de procrastiner, de demander pour des accommodations à l'école et des choses en même, mais comme ultimement, c'est des choses qui vont te bénéficier à la fin de la journée. Donc, de ne pas avoir honte à demander de l'aide, à demander du soutien, d'utiliser des soutiens autant émotionnels que physiques, comme j'utilise une canne la majorité du temps, même si au début, j'ai 24 ans, ça m'a fait un peu des émotions d'une personne de 24 ans qui utilise une canne, mais à la fin de la journée, ça me permet d'être autonome. Donc, tu sais, si tu as des défis qui pop en tête dans les semaines à venir, surtout qu'on est dans le nouvel an, tu sais, prends des décisions pour toi. Ce qui toi, va te bénéficier, même si d'autres personnes ne le comprennent pas nécessairement. Tu sais, j'ai fait le choix cette année, j'ai commencé à être sobre de l'alcool cette année-ci. Ouh! Ouais, j'ai rendu au jour 6. Mais c'est ça, mais vraiment, comme, aie pas peur de prendre des décisions et des choix pour toi. Peu importe le jugement des autres personnes, ça peut paraître important, mais ultimement, c'est pour ton propre bien-être. Ça revient un peu à rappeler un petit peu que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même dans votre vie, tu sais. Tout à fait. De ne pas oublier ça quand on prend des décisions, surtout au niveau que ce soit de la santé mentale ou de la santé corporelle. Oui, en effet. Moi, je vais y aller avec une recommandation. C'est un film. Ça s'appelle The Princess. C'est un film qui est en communication avec Disney puis Hulu, là. J'ai été agréablement surpris par le film. OK. Écoute, c'est la première fois que je voyais un film où, la princesse a pas besoin d'un homme pour la défendre, pantoute. Les hommes ne sont pas le côté. Bon, OK. Son père a essayé de forcer à la marier à un autre homme, puis elle a dit fuck all non. Fait que là, l'autre homme a pris le château d'assaut, tu sais, puis pour la forcer, parce comme ça que ça se passait à l'époque. Euh, et écoute,
elle est pognée dans une tour et le film, c'est un peu elle qui descend de la tour puis qui essaie de sortir dehors. Puis elle se bat, mais vraiment, là, les scènes de combat dans ce film-là sont malades. C'est écœurant, genre. J'ai rarement vu des scènes de combat aussi réalistes puis aussi, genre, comme intenses, là. Puis c'est pas un film nunuche, là, pour petite princesse de « Ah! Non! » Tu sais, il y a un message en arrière. On aime ça, les messages. Ça finit un peu sur un côté positif qui est peut-être moins réaliste pour l'époque. Mais à un moment donné aussi, il faut bien qu'on essaye de donner un côté positif à la libération des femmes. Hein? Faudrait, à un moment donné. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se décrotter le nez sans que personne ne s'en rende compte. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.